tu parles. The Tyranny of Merit de Michael J. Sandel. Donc, c'est un philosophe politique américain. Genre, il continue à faire ses petits réglages. C'est un philosophe politique américain. Il est professeur à Harvard au sein du département de sciences politiques. Et j'avoue que c'était un petit peu une excuse, ce livre, parce que j'avais juste envie de parler de méritocratie. Donc, j'avais envie de me poser, tu sais, c'est quoi la méritocratie? Est-ce que nos talents, c'est le fruit du hasard? Et comment est-ce qu'on pourrait s'organiser d'une manière qu'on trouverait la plus morale possible dans notre société? Et donc, on va tourner autour de ce thème-là. Il va y avoir 3 parties. La méritocratie fait monter le populisme, en 1. En 2, on va dire, on n'aime pas les élites. Oui, mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir des élites au pouvoir? Je sais pas, on va se poser la question. Et dans la 3e partie, qui va être incroyable, ça va être c'est quoi la morale de la méritocratie? Comment on s'organise? C'est quoi, comment on fait pour mettre en place une société où on se dit, ok, c'est pas mal, on trouve que c'est une société juste. Et évidemment, je sais que ça te chauffe. Évidemment, je sais que tu es impatient. Non, je sais pas, ouais, ça te chauffe, j'imagine. Ouais, ça m'excite de ouf. J'étais sûr. Non, mais ça m'excite parce que c'est quand même un des fondements de nos sociétés occidentales individualisme. Ouais. La notion de mérite, la notion d'ascension, la notion de travail, de persévérance, enfin tout ça, c'est assez lié. Et donc, c'est aujourd'hui un des fondements du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, ça m'intéresse de le remettre en question. Et de 2, bref, c'est un concept auquel moi je ne crois pas trop. Enfin bref, on en discutera plus tard, mais genre. Ouais, on va voir ce qu'on voilà. entend par méritocratie. Voilà, on va voir ce qu'on entend par mérite, etc. Mais en tout cas, le sens tel qu'il est accepté, je pense, par la majorité des gens, moi je suis pas trop d'accord avec. Bref. Ouais, c'est ça. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser ce que tu me dis. Putain, c'est vraiment un souvenir random, mais je me souviens d'une interview de Carlos Ghosn où tu sais, il était un peu pressé sur son salaire. On lui disait, mais vous, votre salaire, est-ce que c'est pas un petit peu indécent? Et il disait, oui, mais non, moi je crois en la méritocratie. Et on va essayer de disséquer sûrement au cours du podcast un petit peu cette phrase-là. En fait, qu'est-ce qui est pertinent dans cette phrase, qu'est-ce qui est pas pertinent? Et ouais, allez, on n'a qu'à faire ça. Et du coup, je vous propose en introduction, c'est un petit fait divers qui était assez intéressant. Et peut-être que tu connais, Georges, c'est en 2019, il nous raconte qu'il y a 33 familles qui furent accusées d'avoir triché pour rentrer dans les écoles les plus prestigieuses aux US, donc Yale, Stanford, Université de Californie. Et je sais pas si tu connais ce fait divers, Georges, t'as déjà entendu parler de ce truc-là? Non. Non. Et c'est assez marrant, c'est-à-dire que tu avais un gars qui s'appelait William Singer, et en fait, les parents des enfants le payaient pour qu'il organise une sorte de triche pour qu'il puisse faire rentrer ton enfant dans les écoles prestigieuses. Et donc, si tu te demandes, en gros, qu'est-ce que tu peux faire, ce qu'il faisait, le gars, là, William Singer, c'est que typiquement, il s'arrangeait pour que ton enfant il passe l'examen seul avec un surveillant. Donc, j'imagine qu'il y a des douilles administratives que tu peux faire. Et après, tu payes le surveillant et il fait l'examen, il aide ton enfant à faire l'examen. T'avais pas entendu parler de ce truc-là, du coup? Non, pas du tout, ça te dit? Ok. Donc il y avait ça comme douille, il donnait des pots de vin aux coachs sportifs, donc il disait je te donne X milliers d'euros et t'es le coach de je sais pas quoi de basket et tu dis que je recrute Jean-Michel parce que il est super fort au basket et on a besoin de lui. Et ça allait assez loin parce que bon, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Varsity Blues, donc vous pouvez le regarder, c'est hyper marrant. Je sais pas si le documentaire est bien, mais en fait, c'est tellement drôle comme truc que en fait, juste, vous allez kiffer normalement. Et donc, il y a même un moment où tu le vois, il Photoshop, c'est la photo des élèves sur des espèces de fake images. Il prend une image, il prend une image d'un mec qui fait du water polo et il met la tête du gars dessus. Et après, il donne un pot de vin au coach de water polo pour qu'ils disent ouais, c'est lui qu'il faut et tout. Donc, c'est hyper drôle, c'est marrant que tu connaisses pas. Et oui, c'est vrai, parce que ça, peut-être faut le dire pour les auditeurs. Il me semble que genre le sport, c'est une des voies pour accéder à des universités d'élite. Ouais.
Genre, en gros, si tu peux ne pas être spécialement bon dans les autres matières, mais si t'es vraiment très fort en sport, de ce que j'ai compris, tu peux quand même accéder à genre Harvard et tout. Enfin, parce que pour le coup, ce système-là n'existe pas trop en France, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais après, c'est pas comme, Oui. c'est pas comme si je connaissais beaucoup. En gros, je sais pas à quel Ouais. point le coach a. Voilà. Mais en fait, de ce que j'ai compris, Ouais. moi, bon, bref, c'est que genre, tu peux être, si t'es super fort dans un domaine sportif, Ouais. tu peux accéder à des universités d'élite Mm. par une voie un peu en mode. Mais ça, c'est en toute légalité, quoi. Ouais, bien sûr. Et ce qui, tu vois, et en France, t'as pas trop ce système-là. Tu dois avoir une sorte de concours global, tu vois, ou une moyenne. Tu vois. Ouais. Bah, disons qu'ici, la force, enfin, le service que proposait William Singer, c'est qu'il connaissait très bien le système d'admission et qu'il savait exactement où il fallait appuyer et comment douiller le Ouais. truc. Et donc, tu vois, typiquement, il dit le prix, ça allait de 75 000 $ à 1,2 million. Alors, c'est une grosse fourchette. Et ça, j'imagine que ça varie en fonction de si ton enfant c'est une chèvre ou pas. Et typiquement, le coach de foot de Yale, il a touché en pot de vin 400 000 $ par exemple. Donc on voit quand même que tu vois, ça peut vite coûter cher. William Singer, sur toutes ses douilles, il a touché 25 millions en tout, donc c'est pas mal. Et juste fun fact, il y a l'actrice, je sais pas si tu regardais Desperate Housewives, il y a l'actrice qui joue Lynette, qui a été prise la main dans le sac dans cette affaire. Ah, pour sa fille, quoi. Ouais, pour sa fille. Okay. Oui. Pas pour elle-même. Non, pas pour elle-même. En fait, ce qui est hyper drôle, c'est que souvent les parents ne disent pas à leurs enfants qu'ils ont fait ça. Ça, c'est encore plus drôle, ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, c'est un peu secret. Et je vais revenir sur le prix, pourquoi c'est intéressant le prix, mais juste je continue dans les fun facts, parce qu'à un moment dans le documentaire, tu as deux espèces d'Instagrammeuses qui n'ont pas l'air très fut-fut, et qui ont des notes vraiment pas top, et qui vont rentrer dans une université méga prestigieuse. Et du coup, c'est là où c'est marrant, parce que c'est là où tu as des soupçons, tu as les profs qui commencent à appeler l'université à faire « mais il s'est passé quoi ?» Vous êtes sérieux? Et je crois que c'est à partir de là que le poteau rose... Le mec a forcé, quoi. Le mec a trop forcé, ouais. Le mec a trop forcé. Ouais, d'accord. Il a foutu les Marseillais à Miami à Polytechnique. Voilà, exactement. Donc les gens n'ont pas compris. Et donc, ouais, c'est une petite intro, mais en fait, pourquoi il met ça là? Enfin, j'ai envie de poser la question, pourquoi, à ton avis, dans le climat actuel, c'est un si grand scandale? Mais je pense qu'on connaît un petit peu la réponse, mais peut-être je te laisse un petit peu répondre ce qui te vient à l'esprit. Pourquoi ça a fait un si grand scandale aux États-Unis, ce truc-là? Bah non, mais c'est juste que justement, ça s'attaque à toute cette notion de mérite, tu as pris les places d'autres gens qui, eux, étaient plus méritants que toi. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est ce que tu dis, ça a un rapport avec le mérite, ça a un peu un rapport avec le fait que les célébrités d'Hollywood, elles aiment bien faire la morale à tout le monde, et donc du coup, si c'est elles qui font ça, c'est vrai que ça le fait pas. Ça a un rapport avec le fait qu'on vit une époque avec des très grosses inégalités, et que quand tu as un diplôme de ce genre-là, ça t'ouvre quand même des portes que tu n'as pas quand tu l'as pas. Donc finalement, en fait, lui, il dit c'est limite ça, aux États-Unis, pardon, qui sépare les winners des losers, entre guillemets. Donc il dit ça compte énormément. Et donc, quand tu triches à ça, c'est du coup un très gros scandale. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans son intro, et dans ce scandale-là, c'est que ce scandale, ok, c'est un scandale, c'est marrant, c'est fun fact, mais ça a aussi rappelé autre chose, c'est que l'argent, en fait, ça a toujours été un moyen permettant de rentrer dans les universités les plus prestigieuses. Et typiquement, Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, il est entré à Harvard parce que son père, il avait fait un don de 2,5 millions à Harvard. Tu vois. Et donc, William Singer, et lui, son stratagème, il appelle ça la side door, donc la porte de côté. Mais tu as aussi la back door, qui est de donner en fait des énormes sommes aux universités. Et juste l'université fait OK, on prend ton gosse. Oui, en gros, ce que tu dis, c'est que tu as des procédés qui sont tout aussi moralement condamnables, ouais. mais qui sont pas légalement litigieux, quoi. Ouais. Et après, dans les deux cas, si tu donnes la masse d'argent, mais il y a d'un côté où c'est autorisé et c'est une voie reconnue, et il y a un côté où c'est une zone. Voilà. Mais sauf que William Singer, il faisait la pub quand même que son truc c'était moins cher et le taux de réussite était plus grand.
Parce que si D'accord. ton fils, c'est vraiment une chèvre, je pense que tu peux être alumni et en plus donner beaucoup d'argent. En fait, t'as pas de garantie Ouais. de résultat. Et William Oui, parce Singer, que ça, ouais, je me demandais, bon, après, on s'en fout un peu, c'est un peu anecdotique, mais vas-y. genre, sur cette histoire de don, genre, il y a une sorte de charte sur Internet qui te dit, genre, si tu donnes tant, t'es sûr d'avoir ton gosse, ou c'est que, dans des discussions Non, je pense obscures, pas. Non, je ouais. pense pas. C'est un peu derrière le rideau et il y a moyen que ça soit aussi beaucoup de non-dits, je pense. Mais là, D'accord, ouais. je dis ça sans Oui, connaître. Je et pense. probablement, ils font ça mieux que Singer, dans le sens où ils prennent pas le nul de chez nul, quoi. Oui, voilà, Genre, faut exactement. que t'aies Faut, un niveau plancher, ouais, quoi. faut que tu sois un peu fort. Pour pas que ça se voit trop. Non, mais si tu veux, le point ici, c'est que t'as la side door de Singer, t'as la backdoor. Sur la backdoor, quand même, Singer, l'auteur, là, Michael Sandel, il nous dit, bah, quand même, l'argent, il va à l'université. Donc, tu peux te dire, même si tu prends un tocard, mais que le père, il donne 10 millions, bon, bah, t'as quand même 10 millions et tu peux faire des choses intéressantes avec les gens qui sont pas des tocards. Alors que avec le truc de William Singer, juste ça allait dans la poche du coach. Oui, Et donc, c'était un peu con, quoi. Personne n'en profitait. oui, c'est vrai. Enfin, c'est une vision un peu utilitariste, quoi, du truc. On va dire ça, ouais. Euh, C'est comme, bref, c'est un autre sujet. C'est comme tu sais, les parcs nationaux en Afrique qui autorisent les gros bolos américains à tuer un rhinocéros Ah oui, super parce que rare. ça rapporte de la thune et ça Parce permet que et du coup, ça permet de faire tourner le parc et justement de préserver d'autres animaux. Ouais. Tout Mais à ça, fait. Tout à c'est un fait. débat moral super intéressant. Genre, Ouais. est-ce que tu peux pousser la logique de marché aussi loin que ça? Ou Mm. est-ce qu'il y a des sujets ou des actions sur lesquelles, dès que ça devient marchand, ça vicie, ça nique le truc? Ouais, Bref, ouais, c'est un autre débat. Et ouais, je pense que ouais. c'est un bouquin de ce mec aussi que j'avais lu. Ah, d'accord. De Sandel, je crois. Ah, carrément, ok. Ouais, C'est marrant. Et mais justement, à la fin, lui, dans ses réformes sur l'école, il dit bah moi, ça me dérange pas si vous prenez un mec juste sur la thune, pourquoi pas, ça fait profiter les autres et juste il est là et il fait chier personne. Et si t'as 10 millions, bah t'as 10 millions. Donc il est pas hyper. Enfin, ouais, en gros, il comprend l'argument, quoi. Disons que ouais. Enfin, il dit que ça s'entend. Euh, et donc ça, c'est la backdoor. Mais en fait, tu te rends compte aussi que tu as aussi une front door, donc la porte de devant, où en fait la thune, concrètement, ça va aussi vachement t'aider parce que bah, tu sais, tu as des parents riches qui vont payer des tuteurs une fortune, qui vont enrichir le CV des enfants en leur payant des cours un peu exotiques d'escrime, de golf, de bateau à voile. Ils vont payer des leçons de musique aussi pour enrichir le CV. Et en gros, ils vont surentraîner leurs gamins. Et même, alors, je sais pas comment c'est possible, mais il dit les meilleurs tuteurs aux États-Unis, c'est 1 000 € de l'heure. Je pense en France, si t'as déjà 120 de l'heure, même pour aller à Polytechnique, c'est pas mal. Mais même, tu vois, en France, je trouve claquer 120 € de l'heure pour aller à Polytechnique et pour que ça soit un peu utile, peut-être tu dois faire ça 5-6 heures par semaine. Parce qu'en prépa, tu fais que travailler. C'est déjà un beau budget, quoi. Si tu commences à claquer 700 par semaine, sans aller jusqu'aux 1000, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc il rappelle que même la fronte d'or, en fait, il y a aussi quand même un petit peu de thunes dans l'histoire. Hmm. Oui, non, mais je trouve ça bien de le rappeler, mais je pense qu'on est On tous au connaît, courant on connaît, on que connaît. effectivement, l'argent, ça te donne des avantages de fou. Et que du coup, Mm. dans la notion de mérite, quand tu pars d'un milieu qui est fortuné, culturellement ou financièrement, bah oui, tu as des avantages indus, blablabla. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, C'est juste la question, c'est combien on tolère ça, etc. ouais, mais en Et fait, même, et puis, je vais pas donner mon opinion parce que, mais genre, bref, tu vois, moi, je pense que tout est aléatoire, tu vois. ouais, mais Bref, c'est pour ça, parce que là, justement, ouais, on fait un peu de philosophie, et justement, là, c'est là où tu veux m'amener, c'est on peut même aller un cran au-dessus et dire, bah, tu sais, imagine, t'élèves les enfants dans des couveuses, et ils n'ont jamais aucun contact avec les parents, et parce que sinon, c'est de la triche. Donc, ils n'ont aucune thune des parents, ouais, ils n'ont aucun héritage culturel des parents, les parents peuvent pas leur les conseiller, ni rien. Bah, tu vois, même dans ce cas-là, en fait, l'enfant, il va naître avec des habiletés naturelles. Donc, je sais pas, le QI, est-ce qu'il est consciencieux, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est coopératif? En gros, est-ce qu'il a des qualités qui sont valorisées par notre société telle qu'elle est aujourd'hui? Donc, il y a une société où on valorise certains trucs et on valorise pas ouga bouga, j'ai une massue et je te mets un coup sur la gueule pour te piquer tes fruits ou ta viande séchée. Donc, ça aussi, c'est le fruit du hasard. Et donc, en fait, finalement, en fait, tu vois, je sais pas, c'est là où tu voulais amener le truc. C'est qu'en fait, c'est pas non plus de ta faute, en fait, de naître avec
Oui, Euh, exactement. Je pense que ça rejoint le bouquin qu'on avait fait avant sur le statut. Je pense que c'est très lié. ouais. J'appliquerai le même raisonnement au mérite. Tu vois. Pour moi, le mérite, Mm, c'est une forme de monnaie mm, que la société a développée, que la collectivité a développée, ouais. pour valoriser des comportements qu'elle considère comme vertueux selon ses valeurs morales, et pour pénaliser des comportements qu'elle considère comme dangereux selon son prisme moral. Mm, Et donc, on va dire que quelqu'un est méritant, ou on va accorder du statut, donc des avantages à quelqu'un dans une société donnée, ouais. euh, parce que on a considéré que son comportement, enfin en fait ça c'est la version un peu vulgarisée, parce qu'on a considéré que son comportement était vertueux, Mm, et à l'inverse on va déchoir une personnalité de mérite ou de statut parce qu'on va considérer qu'elle a réalisé des choses ou qu'elle a eu un comportement qui est néfaste. ouais, tout à fait. Et donc, dans ce sens-là, moi, je trouve que que c'est intéressant le mérite parce que ça permet c'est comme la fiscalité en fait. C'est la même chose. C'est une fiscalité des comportements. Tu vois, Mm, le statut, la mérite, la notion de statut, la notion de mérite, c'est une fiscalité des comportements où tu vas essayer de incentiver, de guider les comportements des gens vers ce que tu considères comme vertueux ou pas vertueux. Après, le problème de ça, c'est que tu as des défaillances de fou, de type l'héritage, tu vois. mm, De un, donc l'enfant, il part avec un avantage et un statut et un mérite qui est élevé, alors qu'il n'a pas encore démontré un comportement bénéfique pour la société. mhm. Donc c'est un problème. Euh, donc ça d'un côté, voilà, je pense qu'il y a ce concept-là. Mais du coup, donc le mérite dans ce sens-là, moi je le trouve intéressant. Le mérite dans le sens qui, je pense, est communément admis, qui est de dire bravo, grâce à son labeur et à son libre arbitre, il a réussi à réaliser des choses. Mhm. Ça, moi, je n'y crois pas, mais j'ai pas le canevas théorique pour l'expliquer. C'est juste plus mon opinion personnelle, Ouais. où je pense que je ne crois pas au libre arbitre. Et je pense que ce qu'on est, il est constitutif de quatre, c'est la résultante de quatre variables, qui est nos gènes, l'environnement, le lieu et la famille dans laquelle on est né, les gens que l'on rencontre, euh, euh, et notre situation financière. Enfin, notre situation financière à la naissance, tu vois. Mm. Et en gros, ces quatre variables, c'est pas des variables que l'on choisit. On choisit ni nos gènes, ni le lieu où on est né, ni la famille dans laquelle on est, ni les gens que l'on rencontre, ni notre situation financière initiale. Et donc, en gros, vu que, à mon sens, notre personnalité est le fruit de quatre variables aléatoires que l'on ne choisit pas, bah, la notion de mérite est caduque. Ouais, Euh, enfin, bah, Après, je vais un peu loin dans le truc, mais voilà. non, Donc, non, mais tu paraphrases le fait que dans son intro, en fait, il soulève tout un tas de problèmes ouais, qui paraissent irrésolvables, parce que quand tu arrives sur des enfants en couveuse et juste ils ont des gènes différents, bah t'es quand même niqué, alors que c'est quand même un peu extrême de les mettre en couveuse. Donc ça, quelque part, ça dit ce que tu dis. Quand tu dis le mérite est caduque, ça veut dire oui, mais qu'on même on au-delà sent de la qu'on va couveuse, pas... en fait, même quand tu prends quelqu'un de norme, que tu vois dans la vie réelle, quoi. Ouais. Oui, non, mais Bah, oui. je vois ce que tu veux dire aussi. Oui, C'est juste que la couveuse, ça isole la variable gène, quoi. ouais, c'est ça, mais ça pousse le truc quand même, on va dire, à un extrême qu'on sent qu'on va jamais atteindre. Et même dans cet extrême-là, on se dit, bah en fait, ça marche pas trop, en fait. Ouais. Donc, oui, en effet. Et donc, dans cette intro-là, on a envie de se dire, bah là, c'est une intro, donc ça soulève des questions. On a envie de Ouais. se dire, tiens, c'est marrant, en fait, même quand tu pousses le truc à l'extrême, ça a l'air un petit peu caduque, quoi. Et donc, Voilà. ouais. C'est ça. Et moi, ce que je pense, après, on va voir quel est l'avis du gars dans le bouquin, etc. Mais voilà, je pense que le mérite en tant que fiscalité comportementale et pour guider les comportements des gens, c'est intéressant et ça nous permet de mieux vivre ensemble. Mhm. Par contre, le mérite en tant que résultante du libre arbitre, je Mhm. n'y crois pas. Voilà. Ouais, bah, tac, bah, écoute, on va voir, normalement, on va répondre à toutes ces questions, ouais. Et juste pour finir l'intro, je finis sur un truc qui sert un peu à rien, mais qui était intéressant, je trouve. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont évidemment déjà penchés sur la question. Et ils citent un livre, j'ai trouvé ça cool, qui est apparemment connu, mais que je connais pas. Donc, c'est un livre dystopique qui s'appelle Harrison Bergeron, de l'auteur Kurt Vonnegut. Alors, il paraît que c'est hyper connu. Les gens ils sont là, oui, c'est comme 1984 de Orwell et tout. Et en fait, ce gars, il a imaginé un monde où ceux qui sont plus doués que les autres sont obligés de porter des équipements élaborés
pour les, alors je sais pas comment on dit en français, pour les nerfer, pour les, Ah oui, tu pour vois, les affaiblir. pour les affaiblir. Et donc, bah, t'as un gars, là, c'est Harrison Bergeron, c'est le personnage principal, et il est monstrueusement intelligent, beau et fort, et du coup, il est ultra nerfé, tu vois. Et ouais, bah, c'est sympa, et j'ai été content d'apprendre ce petit bout de culture générale. Et, apparemment, tu as aussi un perso qui est plus intelligent que la moyenne. Alors, il a des écouteurs. Il est obligé de porter des écouteurs qui émettent un bruit intense toutes les 20 secondes. Et du coup, tu sais, il peut pas avoir une pensée structurée pendant plus de 20 secondes. Genre, ça l'interrompt, tu vois. Donc, Ah, c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme fiction. c'est marrant, ouais. C'est effectivement de dire, genre, si tu pousses la notion de égaliser tout le monde, Mm. si tu la pousses à l'extrême, bah, Ouais. tu peux produire des trucs comme ça. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un petit livre. Donc, j'ai l'impression que ça se lit bien. Donc, j'avais juste envie de le citer parce que je connaissais pas. Donc, je trouvais ça cool. Donc ça, c'était la petite intro, la petite mise en bouche. Et on va attaquer un petit peu le vif du sujet avec la montée du populisme. Alors, le populisme, si je fais la définition de Jean-Michel à peu près, donc ma définition, c'est, j'ai l'impression, c'est quand t'aimes pas les élites. J'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que tu te complais dans le fait de « Ah, les élites, c'est tous des connards ». Et donc, Ouais, et je rajouterais quand tu préfères dire aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que la vérité. En gros, quand tu priorises euh, comment dire, quand tu priorises l'adhésion ah oui, d'accord, je vois de, ce que tu veux dire. quand Ouais. tu priorises l'adhésion de la population à tes propos Ok, ouais. plus que la véracité de tes Oui, propos. d'accord, en effet, oui. Oui, oui, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, pourquoi pas, en effet. Ça pourrait rejoindre la définition, ouais, ouais. Et donc, voilà, donc si on se base sur ces définitions-là, bah, c'est quand les gens votent pour des politiques qui chient sur les élites ou, comme ce que tu disais, bah, te disent les trucs que tu veux entendre et pas forcément des trucs technocratiques qui sont techniquement vrais ou voilà. Ouais. Évidemment, ça Et peut se débattre. même hors des trucs technocratiques. Parfois, juste, ils disent des trucs que tu veux l'entendre alors que c'est pas vrai du tout, mais juste parce qu'ils savent que ça fait kiffer. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais complètement. Genre, le réchauffement climatique, c'est de la merde. Ouais. Bah, typiquement, voilà, lui, Ouais. évidemment, il dit Donald Trump, bah, c'est l'archétype du truc. Voilà. Ouais. Donc, Mais tu vois, il y a quand même cette notion de m'éloigner de la vérité ne me pose aucun problème tant que ça fait kiffer les miens, tu vois. ouais, tout à fait. Tu vois, il y a Tout un à peu fait. ça chez les populistes aussi. Tout à fait. Donc, voilà, donc on est d'accord sur la définition. Voilà, on constate qu'on est hyper savant, déjà, c'est cool. Et donc, bah, voilà, lui, il fait ce constat que tout le monde a fait, c'est que bon, bah, récemment, tu as eu une montée du populisme, et donc il va essayer d'expliquer d'où ça vient. Et donc, il se pose une question assez intéressante, c'est assez marrant. Il dit, bah, avant la méritocratie, t'avais quoi? Bah, tu sais, t'avais un statut social héréditaire, donc si t'étais fils de noble, t'étais noble, et si t'étais fils de gueux, t'étais gueux. Alors, bon, je caricature, mais aussi, c'est quand même un peu ça, quoi. Et évidemment, il va pas argumenter qu'il faut revenir à ça, mais quand tu réfléchis 2 minutes, c'est quand même assez drôle, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que t'avais quand même dans cette situation un espèce de narratif sous-jacent qui était que bah, on a tous conscience que c'est un petit peu arbitraire et que j'aurais pu être à la place du gueux et que le gueux, il aurait pu être à la place du noble. Et il y a quand même une sorte de respect mutuel. Alors, c'est pas le bon mot, respect mutuel, mais je pense que les gens comprendront ce que je veux dire. Il y a quand même une sorte de discours sous-jacent qui est que le gueux, c'est quand même pas tout à fait une merde, quoi. Quelque part, c'est un peu le coup du sort. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? On est d'accord ou pas? Bah, je vois un peu ce que tu veux dire, mais après, en fait, cette quadrature du cercle, elle est résolue par Dieu, quoi, à l'époque. C'est en mode, en fait, le sort ou l'aléatoire ou le machin, Ouais. c'est remplacé par bah, Dieu t'a fait gueux et Dieu m'a fait stylé. Ah, pourquoi pas, mais ça, à la rigueur, pour moi, ça remet pas forcément en Oui. cause le truc. C'est que du coup, il y a un côté arbitraire et les gens se disent, bah oui, moi je suis gueux, mais à la rigueur, j'aurais pu être noble. Exactement, il y a un côté arbitraire, mais si tu veux, c'est justifié par l'adhésion des gens à la religion qui ont dit bah c'est le choix de Dieu, il ne peut pas se tromper. Ouais, non, mais pourquoi pas, hein. J'imagine, après, j'ai pas vécu au Moyen-Âge, tu vois, mais, Pourquoi pas? mais, Pourquoi mais pas? j'imagine qu'à l'époque, genre, il y a une partie enfin, on garde ce système-là, on Ouais. arrive à maintenir ce système-là en grande partie Oui. parce que les gens sont religieux, quoi. Oui, ça me choque pas. Oui, je me semble avoir entendu plusieurs fois que c'était justifié par ça. Ouais. Et donc voilà, ça, il nous montre un peu le passé.
Et donc évidemment, ce qu'on se dit tout de suite, c'est que le gros point noir de la méritocratie, entre guillemets, aujourd'hui, c'est que quelque part, ceux qui se sont retrouvés dans les classes supérieures se sont octroyés des, entre guillemets, droits de vantardise. Hein, tu vois, l'opposition par rapport à avant, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est je mérite tout ce que j'ai parce que j'ai plus travaillé, et toi, tu es gueux, mais c'est parce que, en fait, t'es une merde, en fait. Exactement. Et en fait, c'est super important ce point, c'est que le corollaire de la notion de mérite, c'est la notion de responsabilité. Mm. Donc en fait, si la notion de mérite existe, eh bien nécessairement la notion de responsabilité existe. Et donc si la notion de mérite existe, c'est-à-dire que tu es responsable de ta situation avantageuse, et à l'inverse, tu es responsable de ta situation désavantageuse. C'est partiellement ou totalement, en fonction du niveau d'adhésion à cette notion, c'est partiellement ou totalement de ta faute. Et en fait, c'est là où c'est de la merde, tu vois. Bah, disons que sans encore tout de suite rentrer là-dedans, ce qu'on peut remarquer et qui va pas vraiment faire débat dans un premier temps, c'est que c'est corrosif pour la société dans le sens où ça instaure une espèce de voile empoisonné, en gros, qui pousse les classes supérieures à se considérer comme supérieures et à considérer les classes populaires comme des gros nuls. Et même, il essaie de montrer un petit peu dans le livre que les classes populaires, d'ailleurs, s'auto-considèrent un peu comme nulles. C'est-à-dire que c'est quand même hyper préoccupant. Donc, ça fait vraiment un voile empoisonné. Et donc, ça, typiquement, c'est une des clés pour lui, qui est, en fait, pourquoi on a les niveaux de populisme qui montent. On pourrait avoir une lecture à cause de la, entre guillemets, méritocratie. Ah, tu veux dire, c'est qu'en gros, les gens les classes sociales qui sont désavantagées, sont tentés par le populisme parce que par mépris des élites qui, elles, se vantent, en gros. Ouais, tout simplement. Et oui, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que c'est effectivement un des facteurs, tu vois. Tout à fait. Et il va citer deux autres éléments, peut-être ça mérite d'être cité, c'est que, tu vois, il va dire déjà, les élites méritocratiques n'ont pas vraiment bien gouverné. Donc notamment, tu vois, il dit qu'à partir de 1980, le salaire médian du travailleur n'a pas bougé alors que le PIB a continué à augmenter. Ça, on l'a dit 150 fois. Enfin, si vous tapez ça dans Google, vous voyez, il y a une courbe qui continue à monter, c'est le PIB et la courbe, le salaire médian qui se casse et qui devient constante. Après, ça dépend de ce qu'on appelle bien gouverner, mais en tout cas, elle a principalement gouverné en sa faveur et au détriment de l'intérêt commun. Voilà, on peut dire ça. Les inégalités ont explosé, mais bon, c'est un peu le corollaire de la phrase juste avant. Et tu as eu, c'est assez notable, la crise de 2008, où tu vas avoir, c'est perçu comme tu as des élites qui ont fait n'importe quoi, et qui en plus sont pas punies quand elles font de la merde. Donc tu te dis, ok, du coup, c'est pas bien gouverné. Donc ça, c'est, on va dire, un des premiers points qu'il rajoute. Et le deuxième point qu'il va rajouter, c'est qu'il a l'impression que le projet civique est devenu très pauvre, c'est-à-dire que les technocrates sont au pouvoir, ils sont là pour augmenter le PIB, pour permettre aux gens de s'acheter plein de trucs, et en fait, c'est à peu près tout, c'est-à-dire que ça s'arrête là, et le citoyen moyen est exclu du processus politique parce que le citoyen moyen, il n'est pas technocrate, donc il n'est pas sachant, il ne connaît pas les bails, comme on dit, et les lois semblent se décider sans les citoyens. Donc avec les banques, les lobbyistes. Et en France, typiquement, je pense que le pic de ça, c'était la réforme des retraites, où en gros, les gens ont eu l'impression qu'on leur disait « mais en fait, on s'en bat les couilles de ce que vous dites, parce que vous connaissez pas les bails, vous n'êtes pas technocrates, c'est nous les technocrates, on vous explique que c'est comme ça il faut faire, vous pouvez vous exciter autant que vous voulez, c'est pas comme ça que ça marche. » Donc il y a un peu ce deuxième point aussi de projet civique très pauvre. D'accord, qui vient se rajouter. Moi, je trouve ça intéressant cet aspect-là, et moi, je le diviserais en 2 points. Vas-y. Enfin, je pense que là, ce que tu as dit, il y a deux trucs distincts. Il y a le côté, tu n'as pas de projet civique, effectivement, qui suscite l'adhésion, en mode genre, tu vois, ça pourrait être l'écologie, mais c'est en cours, c'est pas encore le cas, tu vois. T'as pas, en gros, une sorte de projet collectif où on a envie de se lancer dedans et qui suscite l'adhésion, etc. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Et aussi, il y a le deuxième truc que tu as un peu évoqué, mais qui, pour moi, pourrait être séparé, c'est les modes d'intervention et de participation des citoyens à la vie politique sont défaillants. C'est-à-dire que, comme tu disais, sur la réforme des retraites ou sur... En fait, il y a plein de sujets sur lesquels, en fait, genre, en gros,
les modalités d'intervention des citoyens, qui sont par le vote, qui sont par le référendum, qui sont machin. En gros, globalement, j'ai l'impression que les citoyens dans beaucoup de pays ont pas suffisamment voix au chapitre. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un point séparé du fait que t'as pas de projet bandant, en gros. C'est non seulement t'as pas de projet bandant, mais même en l'absence de projet bandant, tes citoyens, ils ont pas trop de possibilités de participer et ils ont pas trop voix au chapitre. Ouais, carrément, oui, on pourrait le séparer en deux, oui, donc c'est Ouais. exactement deux choses un peu différentes, ouais. Ouais. Il met deux choses différentes dans le projet civique, c'est appauvri, Ouais. ouais, c'est ce que tu dis, ouais. Tout à fait, Et ouais. tu vois, et effectivement, ça s'est beaucoup vu dans la réforme des retraites où tu te mets à tout casser ou des gilets jaunes. Ouais. En fait, genre, l'une des raisons pour lesquelles les gens cassent tout, c'est parce qu'ils sont pas entendus, etc. Mais c'est aussi parce qu'ils ont pas. Il y a un moment, ils atteignent une impasse où ils ont pas trop d'autres moyens d'expression. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que s'il y avait un référendum, s'il y avait, je sais pas, je suis pas expert de la question, s'il y avait, bah, tu vois, des conventions citoyennes, s'il y avait, qui sont respectées, où ils se torchent pas le cul avec leurs conclusions, tu vois. S'il y avait, en fait, c'est que je trouve que la démocratie, en tout cas en France, je connais le cas de la France, elle est grippée par le fait, genre, juste, on vote une fois tous les 5 ans et après on ferme notre gueule, tu vois. Et du coup, parfois, t'as des irruptions en mode, bah, là, on n'est pas d'accord sur ce point, redemandez-nous, tu vois. Ouais, exactement. Et j'en profite parce que je sais qu'ils sont moins écoutés, les épisodes où on discute avec les gens, mais il y a quand même un épisode où on discute avec Armel Lecoz, qui en fait est un gars qui va vous exposer en fait toutes les petites innovations auxquelles ils ont pu penser dans son association pour booster la démocratie, et c'est hyper intéressant. Ouais, et lui, pour le coup, c'était vraiment un expert de la question et il a pensé à tout le truc de A à Z et il a vraiment des vraies propositions, tu vois. Ouais, donc si vraiment vous pensez, si vous êtes à court d'idées, vous pouvez écouter ça. Parce que tu vois, Ouais. non mais tu vois, pour revenir sur ce truc-là, parce que moi, je m'étais déjà demandé, genre, tu sais, quand il y a des manifestations violentes, tu vois, je m'étais déjà demandé, bah, tu vois, en l'occurrence, par exemple, pour l'écologie, ou par exemple, pour l'écologie, j'étais d'accord, tu vois, les soulèvements de la terre et tout, moi, je trouve ça cool, tu vois. Mais j'étais là, genre, c'est pas à partir du moment où quelqu'un n'est pas d'accord que j'étais pas moralement confortable avec le fait d'accepter que des gens deviennent violents dès qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose, tu vois. Ah non, c'est hyper délicat. Ouais, c'est hyper délicat, ouais. C'est hyper délicat. Et j'étais là, bon, c'est vrai que l'écologie, c'est une urgence, etc., mais c'est mon opinion. Pareil, il y a des fachos qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés et que c'est une urgence, et ils vont se mettre à tout casser. Et bah, si je soutiens l'action violente pour les soulèvements de la terre, je peux pas d'un autre côté dénoncer l'action violente pour les fachos, tu vois. Ah bah non, ouais, Genre, tu vois, donc en gros, il faut être cohérent. Et du coup, je me suis dit, mais quel est le problème? Genre, à quel moment je peux soutenir, à quel moment je peux pas soutenir, etc. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de modes d'intervention et de participation citoyenne. Et c'est qu'en gros, vu qu'on peut pas assez participer, qu'on n'est pas assez consulté, qu'on n'est pas assez écouté, en fait, le seul moyen qu'on a, mais que ce soit les fachos ou les machins, tu vois, genre, enfin, quelle que soit ta cause, aujourd'hui, le système de participation aux citoyens, il est grippé. Ouais. Et du coup, t'as des éruptions violentes, tu vois. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, j'aime bien. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis que dès qu'il y a une manifestation violente quelconque, en fait, la réponse, c'est sûrement plus de démocratie, plus d'innovation. On appelle Armel et on lui demande c'est quoi la nouvelle innovation à mettre en place. Et en fait, quoi qu'est la cause, en fait, d'instaurer plus de démocratie, ça fait gonfler le truc, et puis ça fait dégonfler le truc, et tout devient exactement. un peu plus propice. Ouais. Donc, après, c'est pas dès que quelqu'un devient violent, mais c'est plus que pour moi, genre, l'accroissement de la violence dans les manifestations et chez les citoyens, il est partiellement lié à une forme de refus de participation et de manque d'écoute, quoi. Ah non, mais carrément, c'est intéressant. Ouais. Et ça, dans une démocratie, ça se matérialise par tous les trucs Armel a décrit, genre un système de vote peut-être différent, de référendums plus fréquents, des conventions citoyennes, etc. Ouais, yes. Et donc, juste avant de finir, parce que voilà, je pense qu'on en a assez dit là-dessus, il a remarqué, alors c'est pas quantifié, mais il a remarqué, je trouvais ça fun, que la nouvelle classe politique technocratique, donc plus il y a d'inégalités, plus elle va adopter des éléments de langage du genre, tu vas entendre beaucoup le mot mérite, tu vas entendre se lever, prendre son destin en main, traverser la rue, voilà. Donc en gros, c'est des éléments de langage qui vont être démultipliés quand il y a des inégalités. Donc, ouais, exactement. Genre, tu vois, c'est ça qui est très puissant dans cette notion de mérite, c'est que c'est un moyen extrêmement fort de légitimer le système capitaliste, individualiste, inégalitaire d'aujourd'hui.
c'est en gros, c'est la vaseline de cette vaste enculerie qui est de dire, bah en fait, si c'est comme ça, c'est le mérite. Et venez pas me faire chier, venez pas me prendre ma thune parce que je suis méritant. Et les gueux, c'est de leur faute, en gros. Ouais. Et c'est super puissant, tu vois. Genre là, quand on le dit, ça a l'air nul. Mais c'est quand même un conditionnement qu'on a depuis notre plus jeune âge, la notion de mérite, d'effort, de responsabilité, qui peut être intéressante en termes de, comme on dit, fiscalité comportementale, mais qui doit être rejetée dès lors qu'il s'agit de légitimer un système qui pue la mort, tu vois. Bah, là, tu t'avances, parce que justement, là, oui, c'est pas ce qu'il a dit exactement. Non, mais on va voir ce qu'il en pense, justement. On va voir. Peut-être qu'il va dire que c'est vachement bien et qu'au final, on a raison de payer une fortune les gens parce qu'ils rehaussent le niveau de vie de tout le monde. Donc, on va voir ce qu'il en pense. Mais voilà, déjà, dans un premier temps, cette méritocratie, entre guillemets, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait monter le populisme. Et juste pour finir, c'est vrai que quand tu demandes aux gens de se bouger le cul, bon, ça peut s'entendre, hein, pourquoi pas. Mais ça peut aussi sonner faux quand tu es quelqu'un qui travaille dur avec un métier pénible et que tu t'en sors pas. Ouais, ça sonne faux si tu as déjà perdu la course, quoi, entre guillemets. Je sais pas, si tu as 50 ans et que tu as perdu la course, ça te fait chier qu'on te dise, tu vois. Donc, tu es un peu désespéré, quoi. Donc là, on était dans cette constatation de la montée du populisme. Mais après, on peut aussi se demander assez rapidement, est-ce que finalement, fuck le populisme, est-ce que finalement on veut pas des élites au gouvernement parce qu'on a envie de se faire gouverner par des élites. Donc on pourrait se poser cette question, est-ce qu'on a pas envie d'avoir des gens éduqués au gouvernement? Et là, j'ai trouvé que la partie était un peu plus faible, mais il cite des fun facts, des anecdotes. Alors on peut les absorber et en conclure ce qu'on a envie d'en conclure. Donc typiquement, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est il dit, ça va faire réfléchir, il dit, les sondages montrent que les gens qui sont plus éduqués en sciences, c'est eux qui auront les vues les plus polarisées sur le réchauffement climatique, typiquement. Hein. Donc tu sais, quand tu regardes le niveau d'éducation et que tu sondes les gens, en fait, tu remarques que plus ils sont éduqués, plus ils vont être polarisés sur ce sujet-là. Donc typiquement, ça fait taire un petit peu la croyance qui est que il suffit d'éduquer les gens scientifiquement et ça va résoudre le problème. En fait, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que quand tu n'es pas trop éduqué, que tu connais pas trop, je pense que tu as plutôt tendance à te dire ça doit être vrai ce qu'il raconte. Alors que quand tu commences à être éduqué, non, en fait, tu commences à te vénérer et à dire oui, en fait, machin. Donc ça, je le savais pas. C'est intéressant, ça fait réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que ça vient faire dans une partie où on veut des élites? Tu vois, déjà, ça te montre que le fait d'être élite, ça peut potentiellement ne pas t'aider, hein, dans cet exemple précis. Il va donner des petits exemples. Il nous dit l'histoire montre que les gens éduqués ne sont pas vraiment les meilleurs quand il s'agit d'avoir une conception du bien commun. Donc, il donne l'exemple de Kennedy, qui avait assemblé un cabinet de professionnels technocratiques qui l'ont emmené faire la désastreuse guerre au Vietnam, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit Obama a répondu à la crise de 2008 en étant copain avec les banques et, alors là c'est Michael Sandel qui le dit, a tué le Parti démocratique et a guidé le chemin vers Trump. Des petits exemples. Et au contraire, il va donner des exemples où il dit que bien gouverner requiert d'avoir une sagesse pratique et une certaine vertu civique. Donc il rappelle que 2 des têtes sur le Mont Rushmore n'avaient pas de diplôme. Il rappelle que Truman n'avait pas de diplôme, le président américain Truman, alors qu'il est souvent classé comme un des meilleurs présidents, avec le recul par les historiens. Ça c'est marrant, Chèbre. Les historiens disent que c'est Truman, un des meilleurs présidents, et il n'avait pas de diplôme. C'est quand même assez fun. Et j'ai cherché ce qu'il avait fait, et ouais, il a fait plein de trucs cool, en fait. C'est assez fou. Ouais, je ne l'ai pas cru sur parole, je vais aller regarder. Oui, mais effectivement, tu vois, moi je trouve ça un peu anecdotique. C'est anecdotique. Il nous donne 3 data points, tu vois. Exactement. C'est l'aspect polarisation sur le sujet environnemental, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais l'aspect où il nous dit oui, les élites, c'est pas nécessairement les meilleurs pour l'intérêt général, il l'a pas du tout démontré. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je peux être d'accord, mais juste qu'il faut qu'il soit plus robuste dans son truc. Quoi. Oui, pareil. Je suis d'accord.
Et il nous dit Franklin Delano Roosevelt a concocté le New Deal avec un cabinet qu'on peut pas considérer comme faisant partie de l'élite. Et évidemment, j'ai vérifié, du coup, quand tu regardes le cabinet, en effet, tu te dis, ok, c'est pas les gens que tu as l'habitude de voir. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que là, il n'a rien démontré. En même temps, est-ce que tu peux vraiment démontrer quelque chose comme ça? Parce que tu vas toujours avoir des gens qui vont faire oui, mais je trouve que... Bah, Voilà. si, tu peux démontrer, juste pas en faisant une étude avec plus de données, quoi. Donc là, par exemple, ce qu'il a fait avec les présidents, bah, il peut le faire avec tous les présidents du monde, tu vois, sur 100 ans. Ouais, d'accord. Tu peux le faire avec tous les chefs d'entreprise cotés en bourse sur 100 ans. Ouais. Et là, tu vois, là, t'as un truc plus robuste, quoi. C'est juste qu'il a eu la flemme. Juste, il a eu la flemme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se fait, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a quand même un côté où tu vas rencontrer quand même des problèmes. Typiquement, tu dis sur les dirigeants d'entreprise, mais c'est quoi la métrique que tu prends? Tu vois, les gens ne seront pas d'accord sur les métriques. Oui. Parce que si tu fais monter le PIB de ton entreprise, mais que tu saccages l'environnement, tu peux te dire que ok, c'est pas ouf d'avoir des technocrates. Non, effectivement. Il y a débat. Il y a débat. Genre, est-ce que tu prends le chiffre d'affaires, ou est-ce que tu prends le résultat, ou est-ce que tu prends la valeur en bourse? Mais tu vois, je pense qu'on peut. Il aurait pu faire un truc. Et je pense qu'on peut cheminer vers un truc où les gens seront quand même un peu d'accord. Ouais. Non, mais c'est un peu périlleux, mais c'est vrai que tu vois, ça fait écho à l'idée qu'on avait vue dans le livre de Julia Cagé, ou je sais pas si tu te souviens. Ouais, vas-y. Ouais, pardon, désolé, je t'interromps. Bah non, mais juste pour finir sur Julia Cagé, on avait vu dans le livre, tu sais, elle parlait de l'Assemblée nationale mixte, où c'était en gros paritaire du point de vue des classes sociales. Ça rejoint un peu ça, quoi. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir fait. Voilà, on pense que c'est potentiellement important d'avoir des gens de tous bords au gouvernement parce que il dit voilà, c'est les gens éduqués n'ont pas le monopole de la conception du bien commun. Et même on pourrait aller jusqu'à prendre les exemples qu'il a accumulés juste comme des contre-exemples et dire voilà, c'est un certain nombre de contre-exemples. Déjà, ils n'ont pas le monopole de la conception du bien commun. Puis souvent, les gens qui font partie de l'élite financière ou culturelle, ils sont endogames, ils sont homogènes. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi un argument là-dessus qui est que de dire la diversité des opinions et des représentations, c'est intéressant par essence. Sinon, tu rentres dans un truc où tout le monde pense un peu la même chose, tu vois. Oui, bien sûr. On pourrait dire ça aussi. Voilà. Mais tu vois, par exemple, pour revenir sur une histoire de chef d'entreprise, tu vois, je sais qu'il y a des études et il y a des macro-études qui ont été faites pour relier la rémunération d'un dirigeant à la performance de l'entreprise. Ouais. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme métrique précisément pour la performance de l'entreprise. Mais par exemple, je sais, je peux le dire avec assez peu avec une assez grande confiance, mais on me contredira, que de nombreuses études ont démontré qu'il n'y a aucune corrélation entre la rémunération d'un chef d'entreprise et la performance d'une boîte. Ouais, vas-y, finis. Voilà. Non, mais c'est pour dire que t'aurais pu faire la même chose avec le niveau d'éducation, je sais pas quoi. Non, mais pourquoi pas, mais on va pas en parler maintenant parce qu'on va y revenir dessus et on va s'intéresser à l'exemple de Stéphane Bompard, PDG de Carrefour. Mais typiquement, là, sur cet exemple-là, moi, je vais même pas être d'accord que la progression de l'entreprise, c'est la bonne métrique, parce que si tu fais progresser l'entreprise mais que tu saccages à côté, en fait, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Donc même ça, tu vois, je remettrai ça en cause, mais on peut en parler tout à l'heure. Et donc, je trouve ça cool parce que il fait un focus sur la France à un moment. Et pourquoi pas? C'est intéressant. Il nous dit que... et j'étais assez d'accord avec son analyse. Il dit que depuis 1980, ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire en France, il y a eu ce phénomène où ils se sont éloignés du Parti socialiste. Et en fait, tu as eu comme une inversion. C'est-à-dire que le Parti socialiste est devenu le refuge des gens éduqués à partir de 1980, alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc, tu as eu comme une espèce de transfuge d'électorat. Et donc, alors il cite Piketty, et il dit Piketty pense que c'est pour ça que le Parti socialiste n'a pas adressé les inégalités. Mais moi, je trouve c'est la poule ou l'œuf, quoi. Enfin, en gros, tu vois ce que je veux dire, c'est juste... ils perdent des électeurs, donc ils adressent moins les inégalités, donc ils en perdent encore plus, et ainsi de suite. Et est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Je sais pas. Donc il nous dit, c'est marrant comment il voit la France. Macron a démenti la montée du populisme parce qu'il a battu Le Pen. Il était jeune, fringant et dynamique, mais il a vite perdu en popularité, avec le summum étant les gilets jaunes.
Et le summum du summum du summum, mais ça je connaissais pas, ça m'a fait rire, c'est Gilles Legendre, député La République En Marche pendant la crise des Gilets jaunes, qui a dit que le gouvernement avait insuffisamment expliqué son action et que ses membres s'étaient montrés probablement trop intelligents, trop subtils et trop techniques dans les mesures qu'ils avaient prises. Et donc ça illustre vraiment parfaitement tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que vraiment le gars il est là genre désolé, nous on est les technocrates, c'est trop compliqué ce qu'on fait, on n'a pas bien expliqué à vous en fait, et on est désolé quoi, vraiment, c'est mea culpa. Et donc je trouvais ça bien parce que bon, déjà c'est la France et en plus c'est hyper drôle quoi. Donc voilà, partie un petit peu anecdotique mais je trouvais ça sympa. Et là on va faire la partie la plus intéressante du coup, qui est le lien entre la méritocratie et la morale. Et donc on va se poser la question, en fait c'est quoi la manière la plus juste de configurer la société, on en a déjà parlé, ça je pense Georges tu vas te souvenir. Tu sais, il est souvent admis que la manière la plus juste de configurer la société, c'est la manière décrite par le philosophe John Rawls. Donc quand tu le dis aux gens, les gens ils sont en général d'accord là-dessus. Et je sais pas si tu te souviens, l'idée c'est d'instaurer une société où elle est organisée de façon à ce que si tu sais pas où tu vas naître dans la société, imagine, je sais pas, on est 100 personnes, on se met d'accord pour organiser la société d'une certaine façon, on ne sait pas où est-ce qu'on va naître, dans quelle famille, on ne sait pas si on va naître handicapé, on ne sait pas si on va naître avec tel gène, on se serait mis d'accord ensemble avant de savoir où est-ce qu'on est, sur comment la société s'organise. Ça, c'est comment il faut organiser la société selon John Rawls. Et ça va nous servir de base, parce qu'en général, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire ça. Hein, d'accord ? Ça, okay. Ça te va, mais ça te dit quelque chose, on l'avait déjà vu en plus. Yes. Ouais. Donc voilà, si tu as une société qui n'est pas du tout aménagée pour les handicapés, je ne suis pas sûr qu'on va tous se mettre d'accord là-dessus si tu ne sais pas si tu vas naître handicapé ou pas. Voilà, c'est un exemple pour illustrer le truc de John Rawls. Donc on va avoir envie de mettre une société... Mais c'est marrant parce que du coup, c'est un peu l'inverse de Skin in the Game de Nassim Taleb, quoi. Il dit genre, tu n'es pas capable de concevoir un système de société... en gros, les gens en gros, tu vas être nécessairement biaisé si tu sais quelle va être ta destination finale et que du coup, tu vas pas être bon dans l'arbitrage et dans la définition de ta société idéale. Ouais. Et du coup, il faut avoir comme prérequis préalable de ne pas savoir quelle va être notre destination pour pouvoir concevoir un édifice théorique qui marche. Tu vois. Ouais. Et c'est marrant, c'est l'inverse de ce que dit... Mais est-ce que t'as pas skin in the game dans le sens où tu dois d'abord concevoir ta société et t'as skin in the game? Oui, mais à la fin, tu vas y aller, quoi. Parce que tu vas y aller, ouais. Oui, t'as raison. Allez, on admet. Allez. Et donc, je trouve c'est marrant parce que quand tu prends le critère de Rawls, en fait, t'as des choses, c'est des easy wins, en gros, où en gros, tu te dis, juste on va abolir les castes, la notion de noble et de gueux, comme on disait au début, ok, on va abolir, c'est facile. Donc, c'est des easy wins, mais en fait, quand tu rentres dans les détails, tu vois que tu rencontres des problèmes. Parce que là, on va commencer à pas être d'accord. Donc, typiquement, notre ami Alexandre Bompard, qui est PDG de Carrefour, et qui a l'air très stylé, si vous avez vu le dernier Cache Investigation. Donc, Alexandre Bompard, il est remonté dans... Tu l'as vu ou pas, le dernier Cache Investigation? Non, tu l'as pas vu. Non. Donc, Alexandre Bompard, il est remonté dans mon estime parce qu'en gros, il a strictement zéro race. Et donc, tu sais, il se paye 350 fois le salaire moyen de Carrefour. Et tu sais, à partir de 300, en gros, c'est considéré comme indécent. Ouais. Ou je sais pas, il y a un critère où en gros, ça devient abusé. Et en fait, il trouve des douilles comptables pour dire que non, c'est que 50, mais parce qu'en fait, il exclut ceux qui sont payés au SMIC du truc. Et genre, il est trop bien, Bompard. Donc, moi, il est remonté dans mon estime. Et ce qu'il fait, c'est aussi, il va vendre des magasins Carrefour à des indépendants, mais il laisse le logo Carrefour dessus. Et tout reste Carrefour, c'est juste il l'a vendu à un autre gars. Et donc, ça s'appelle un magasin franchisé, je ne connaissais pas. Et ça permet tout un tas de magouilles, en gros, qui requièrent d'avoir peu ou pas de race, comme juste enlever les avantages sociaux des gens, tout en allant sur les plateaux télé et en disant que si, ils les ont gardés, alors qu'ils les ont gardés juste 1 an et après, ils les avaient plus. Et vous regarderez l'émission, parce que c'est fin de la parenthèse sur Bompard,
Mais typiquement, en fait, pourquoi je parle de Bompard, c'est que Bompard, il serait d'accord avec le critère de Rawls, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que Bompard, il dirait... alors, je cite le livre. Le livre ne parle pas de Bompard, hein, c'est moi, mais la citation vient du livre. Bompard, il dirait « Je ne suis pas moralement supérieur à toi, qui es caissier. Mon salaire est simplement une incitation, une motivation à me pousser à utiliser mes talents pour le bénéfice de la société. Ce n'est ni ma faute ni la tienne que les talents ont été ainsi distribués. Si on n'avait pas su où on allait naître, on aurait quand même décidé de s'organiser comme ça, parce que l'inégalité, c'est pour ton bien. Moi, j'ai besoin de ce salaire pour mettre à profit mes talents. » Et en soi, c'est un argumentaire qui se tient, parce que si moi, tu me payes 1 million par mois parce que c'est la motivation qu'il me faut pour guérir la faim dans le monde, c'est un argumentaire, c'est un argumentaire de Rawls, quoi. Donc, en gros, c'est là où on voit que ça commence à devenir un petit peu subtil, parce que au début, ça nous paraissait évident. Oui, mais là, c'est un peu chaud. On rejoint notre débat préalable qui est quelle est la métrique de succès. Ouais. Et une fois que tu as défini la métrique de succès, tu peux établir une corrélation entre combien le mec s'est mis yimbe et est-ce qu'il a atteint ta métrique de succès. Ouais. Et on constate que même si tu n'es pas d'accord avec l'aspect performance de l'entreprise, même selon ce critère-là, qui est le critère admis, parce qu'en général, quand tu es embauché pour une entreprise, tu es quand même là pour accroître la performance, donc chiffre d'affaires, résultat net, cotation. Et ben en gros, même selon ce critère-là, l'intégralité des études ont établi une corrélation nulle ou très faible entre le niveau de rémunération du Bompard en question, mais même de tous les CEO, et la performance de l'entreprise. Tu vois. Non, mais d'accord, mais le truc, c'est que là, on s'excite sur Bompard, mais je veux dire, ça se tient quand même que quand tu as des pépites ou des gens qui sont talentueux et que tu veux les garder, en général, tu as envie de leur mettre un salaire de poney. Et au-delà de Bompard, tu sais que les Apple, les Tesla et les machins, en gros, ils vont aligner les kilos euros sur la table, enfin les kilos dollars en l'occurrence, pour essayer de débaucher le méga pimp qui est méga pimp et tout. Donc c'est pas totalement de la merde, tu vois. C'est un truc, c'est un vrai truc, quoi. Non, mais pour le coup, ça se tient. Mais pour moi, il y a deux bémols dans ce raisonnement. C'est un, genre, jusqu'à quel point tu vois, genre, est-ce que fois 350, fois 400, fois 1000, fois 1 million, c'est normal, de 1. Et de 2, c'est donc en gros, c'est quelle est ton élasticité entre ta métrique de succès et les avantages dont tu bénéficies. Donc ça, c'est un peu un cœur du sujet. Et deuxième cœur du sujet, c'est la définition collective de métrique de succès. Et aujourd'hui, il me semble que la définition collective des métriques de succès n'est pas efficace ou n'est pas faite clairement, ou on laisse le marché faire, en gros. Et je sais pas, peut-être qu'il l'évoque, mais tu vois, j'ai pas l'impression que les métriques de succès aujourd'hui dans les sociétés occidentales, elles sont bénéfiques à l'intérêt collectif, ou peut-être qu'elles devraient être ajustées. Donc il y a un débat à avoir sur qu'est-ce qu'on veut. Tu vois, quand on dit genre il faut laisser les gens exprimer leurs talents, etc. Mais quel est le but ultime, ou les buts qu'on souhaite valoriser? Et deux, après, quelle est l'élasticité qu'on tolère entre ce but et combien on met le mec yimbe, quoi. Oui, parce que je m'étais fait la réflexion que, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais typiquement, Bompard, si tu le payes 2 millions de plus par an, je veux dire, moi, je trouve pas ça totalement improbable que sa motivation soit augmentée de 0,1%. Je sais pas quel chiffre te ferait plaisir, tu vois. Mais c'est-à-dire que tu as aussi une couche supplémentaire de subtilité qui est combien tu as envie de mettre sur la table si à la fin c'est juste pour augmenter sa motivation d'un pouillem. Ok, peut-être que de 6 mimi à 8 mimi, il est motivé 5% de plus et genre c'est un truc de fou, mais peut-être que de 8 mimi à 10 mimi, il est motivé que de 0,1%, et là on commence à se dire ok, peut-être ça va. Tu vois. Exactement, et au-delà de sa motivation, la question c'est s'il est motivé de 5% de plus, combien quel est quel est le surplus d'atteinte de l'objectif selon le critère qu'on sait, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire genre, est-ce que si tu payes le mec 10 000, si tu dis que l'objectif, en l'occurrence le critère de succès, c'est la réussite boursière de l'entreprise, tu vois, je dis n'importe quoi.
pour un incrément de revenus du PDG de 1 million d'euros par an, quel est l'incrément derrière que tu as de résultats, tu vois. Et donc, c'est ce que j'appelle l'élasticité entre les deux. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, cette élasticité, elle me semble complètement il me semble qu'il y a une corrélation inexistante. Et même s'il y avait une corrélation existante, l'élasticité, elle est foireuse. Genre, le mec, il améliore les performances de 2% et on l'augmente son salaire de 10 000%, tu vois. Donc déjà, il y a ce problème d'élasticité. Il y a le problème essentiel qui est quels sont les critères de succès. Qui aujourd'hui, les critères de succès sont uniquement financiers, au détriment de notre survie sur cette planète et au détriment de plein de trucs. Là, du coup, sur Bompard, tu vois qu'en gros, il fait ses magasins franchisés, donc c'est sûrement très cool pour Carrefour. Par contre, tu vois que genre pour la société en général, est-ce que c'est vraiment un win-win? En tout cas, les gens qui travaillent là, ils ont le seum. Donc, je sais pas. Exactement. Donc, normalement, c'est à la collectivité et c'est à l'action collective de déterminer quels sont les critères de succès via la loi et via la fiscalité. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a déjà discuté, c'est un peu partiellement grippé et on a un système où c'est juste un peu tout pour la thune. Et globalement, on prend pas trop en compte les inégalités et l'écologie. Donc, c'est en train de se faire, mais c'est trop lent, à mon sens. Et après, il y a le troisième débat donc il y a l'élasticité que quels sont tes critères de succès, de 1. De 2, il y a quelle est l'élasticité que tu considères idéale ou tolérable entre ces deux, entre l'atteinte de l'objectif et combien tu mets bien l'individu. Et la troisième notion, c'est quel est l'écart maximal que tu tolères. Est-ce qu'il y en a un? Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que là, on est en train de souligner un peu les subtilités du critère de Rawls, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord avec Rawls, mais on n'est pas d'accord sur ce qu'on met derrière. Et il faut pas perdre de vue aussi que c'est quand même un vrai truc. C'est-à-dire que tu peux tout à fait payer des gens une fortune et argumenter que oui, si tu inventes tel techno de malade, en fait, c'est justifié. Donc, je veux dire, le problème, c'est que... Oui, il faut souligner ça. Voilà, le problème, c'est que Stéphane Bompard, il nous court-circuite parce qu'il fait des trucs goldés. Ouais, mais tu peux tout à fait imaginer des gens qui ont vraiment une utilité incroyable à la société et où, en fait, tu aurais envie de les payer beaucoup parce que peut-être que si tu les payais pas comme ça, ils n'auraient pas cette utilité-là. Donc, il ne faut pas masquer ce truc-là. Et ce truc-là, aujourd'hui, ça reste un... il faut qu'on l'emmène avec nous là, dans les prochains chapitres là, pour se dire ok, mais du coup qu'est-ce qu'on fait oui, en gros, comment ça s'applique. En gros, ce que tu dis, c'est qu'on est un peu tous collectivement d'accord avec la mécanique, une mécanique qui consiste à dire on va conférer des avantages à quelqu'un qui nous permet d'atteindre nos objectifs collectifs. Et s'il permet d'atteindre énormément nos objectifs collectifs, on va lui donner énormément d'avantages. Donc on est d'accord avec cette mécanique globale. Moi aussi je suis d'accord. Mais la question c'est comment concrètement on l'applique, quelle borne on lui met, comment on peut la mesurer, etc. etc. Ouais, c'est bien résumé et même je vais plus loin, je vais descendre d'un cran, je vais dire on est tous d'accord sur le critère de Rawls. Je descends même d'un cran par rapport à ce que tu dis, parce que là sinon on va trop vite. On est tous d'accord avec le critère de Rawls, mais on a vu qu'il y a pas mal de subtilités. Et donc qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc on a vu que le diable était dans les détails. Évidemment, on a envie d'abolir les castes, mais le reste, c'est pas forcément évident. Et aussi, pour remettre encore une couche que le diable est dans les détails, tu vois, lui, il va dire, il va donner quelques exemples un peu évidents où tu te rends compte que tu vas avoir des gens qui sont très bien payés, mais qui ne servent pas forcément à grand-chose, et des gens qui sont beaucoup moins bien payés, mais qui servent beaucoup. Donc, tu sais, on donne souvent l'exemple des profs et des infirmières pour les gens qui ne sont pas bien payés, mais qui servent beaucoup. Et lui, il va nous donner un exemple qui est assez rigolo. Tu sais, il nous dit ils ont relié Chicago avec la bourse de New York par la fibre optique, et ça a permis d'améliorer la vitesse de communication avec le serveur de quelques millisecondes et de gagner un fric fou. Mais est-ce qu'on peut dire que ça contribue vraiment à l'économie et à la société? En fait, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un peu un exemple que j'aime bien. Il cite
un certain Adair Turner, qui est président de la commission de régulation des flux financiers en Grande-Bretagne, enfin, qui l'était. Et lui, il estime que seulement 15% des flux financiers servent l'économie réelle et que le reste, c'est de la spéculation ou des produits dérivés chelous. Alors il dit, est-ce qu'on peut avoir confiance dans le chiffre de 15% ? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'ordre de grandeur est édifiant. Et moi, je me souviens d'un autre exemple qu'on avait vu dans The Meritocracy Trap, qui était, tu sais, de payer beaucoup d'argent à un avocat. Je ne sais pas si ça t'avait retenu ce truc-là. Mais quel est l'intérêt, en fait ? Parce que l'avocat, en fait, qui va toucher des sommes folles, en fait, il est juste là pour douiller la société. Enfin, tu vois, il va pas... C'est quoi le bénéfice à la société de payer un avocat des sommes folles ? Et donc ça, pour moi, c'est un des meilleurs exemples pour dire... Enfin, on voit bien qu'il y a des contre-exemples à ce système la rémunération n'est pas la directe transcription de ton utilité à la société. Donc, ça nous fait quelques contre-exemples. Ouais, c'est là où on rejoint le truc de, en fait, c'est extrêmement difficile de définir collectivement qu'est-ce qu'on considère utile, comment ça se mesure, tu vois. Ouais. Donc, alors qu'aujourd'hui, si je le dis d'une manière détournée, c'est vrai que le seul truc qu'on s'est injecté dans Rawls, c'est combien de PIB tu produis. Alors que finalement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Donc, je peux te proposer, on n'a qu'à faire une expérience une expérience de pensée. On pourrait imaginer un monde où le PIB que tu produis, c'est vraiment l'utilité que tu produis. Donc imagine, je sais pas, tu as une intelligence artificielle qui détermine ton salaire et qui te dit, tu es payé exactement, en gros, au bien que tu fais à la société. Et en fait, ce qui est fort, et là il m'a niqué, c'est que j'avais pas pensé à ça, c'est qu'il dit que tu finis quand même dans ce cas-là, si tu es payé proportionnellement au bien que tu fais à la société, si tu es payé proportionnellement à la motivation que tu as et tout, et que tout le monde en sort grandi, tu finis quand même par te retrouver avec un phénomène pernicieux qui est, d'un côté, tu as Stéphane Bompard qui est d'une utilité sans précédent, et donc on est obligé de le payer 8 millions d'euros tellement il est stylé pour qu'il fasse profiter tout le monde de ses talents. Et de l'autre côté, tu as la personne qui fait un travail qu'on jugerait ici pas important, d'accord ? Et même si tu es dans les conditions de Rawls au niveau de la valeur ajoutée, finalement, la personne qui fait le taf pas important, est-ce qu'elle se sentirait pas complètement inutile et aliénée, déprimée, furieuse d'avoir un travail pénible, mais d'être considérée comme inutile ouais, tu vois, ton travail, il est relou, et en plus, on considère que tu es inutile, et en plus, on te paye mal, tu vois. Et est-ce que, même dans cette espèce d'utopie, je sais pas si on va appeler ça une utopie, mais même dans cette espèce d'utopie, est-ce qu'on n'est pas quand même un petit peu niqué ? Parce qu'on se retrouve dans une société un peu de merde, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je trouve l'expérience de pensée intéressante. Ouais. En fait, non, mais globalement, je suis d'accord avec le fait que, en gros, en fait, tu sais, on est une espèce qui se compare, on est une espèce sociale, Ouais. et on a un cerveau un peu comparatif. Et donc, par essence, la présence d'inégalités, quelle qu'elle soit, va générer de la tristesse ou de la joie en permanence parce qu'on se compare, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble, est quelque chose de plus ou moins inné chez nous. Et donc, du coup, à partir du moment où tu dis, même selon les critères de Rawls, etc., à partir du moment où tu dis, dans ma société idéale, il y a présence néanmoins d'inégalité, il va y avoir de la frustration, du malheur lié à ça. Okay. Donc ça, ok, je suis d'accord avec ça. Mais la question, c'est, il peut y en avoir moins, déjà, si les écarts sont assez. Exactement. Et il peut y avoir moins de frustration liée à ces inégalités si ces inégalités sont plus justifiées qu'elles ne sont aujourd'hui. Et donc, si tu as une IA, machin, avec cette histoire d'utilité, machin, du coup, c'est moins arbitraire, c'est moins... tu peux avoir plus d'adhésion à l'inégalité que tu n'en as aujourd'hui. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, ok, c'est exactement son point. Mais si tu veux, pour le dire autrement, c'est que
même dans ce monde idéal où en fait tu as cette intelligence artificielle qui détermine que oui, Stéphane Bompard, il doit être payé 8 millions, en fait, l'inégalité est tellement grande que en fait, ça met un espèce de voile pourri sur ta société où tu as des gens Mais qui ça, se disent bah moi, je suis concrètement d'un facteur 1000 inutile par rapport à la personne qui est à côté de moi. oui, genre on peut se dire c'est encore plus cruel parce que oui. Donc Mais voilà. est-ce qu'on est certain de cette histoire de facteur 1000, tu vois? Ça, c'est un présupposé, quoi. Bah non, mais tu pourrais prendre une expérience de pensée où t'imagines que, imagine Genre de t'as dans inventé ce un monde-là, bibelot. t'as réellement quelqu'un qui peut être 1000 fois Bah, plus utile pour la imagine, société que toi. bah oui, c'est-à-dire que imagine, t'inventes un espèce de bibelot que tout le monde kiffe trop. Ouais. Le bibelot, il est vendu dans le monde entier. Donc tu dis, bah moi, en fait, le salaire que je touche, en fait, c'est proportionnel au mini Oui. bonheur que j'ai créé avec mon bibelot qui est dans le monde entier. Tu mets ça d'un côté. Et après, tu prends quelqu'un qui a un travail pénible, donc je sais pas, moi, un éboueur, typiquement, et où en gros, on s'en fout un peu parce que finalement, il suffit de faire venir des gens qui sont pas diplômés dans ton pays, et puis tu fais pression sur le salaire, et puis au final, tu peux même le payer 400 balles si tu as envie. Oui, je vois ce que Euh, tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. et en fait, si tu veux, tu peux te dire, bah oui, les boueurs, en fait, bah moi, si je fais venir d'autres gens qui ont envie de faire ce taf, en fait, je peux tout à fait le Ouais. payer beaucoup moins. Alors que le mec qui a inventé le bibelot, bah non, il a inventé le bibelot, lui, je peux pas le trouver, il est unique au monde. Donc, Ouais, mais du coup, ça rejoint mon aspect qui est qu'il y a une notion de quel est l'écart maximal tolérable que tu. et exactement, exactement. Et donc, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce bouquin, et de toute façon, en gros, on touche à la fin de son argumentaire, là, c'est que, en fait, tu te rends compte que même en poussant le truc à l'extrême même en poussant la logique à l'extrême de la méritocratie, en fait, à un moment, tu te retrouves quand même obligé de couper l'herbe sous le pied du truc et de dire, bah non, en fait, on n'a pas envie que ça soit ça, en fait. Et donc, lui, typiquement, quand il envisage des solutions, euh, bah, en fait, c'est pas très bien fait dans le livre, mais en fait, je crois que je vois ce qu'il veut dire. Typiquement, lui, il dit on pourrait imaginer augmenter artificiellement le salaire des gens qui touchent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait comme une espèce d'abondement, une espèce de subvention de l'État. Euh, et en gros, ça serait juste de dire bah vous faites un travail tout à fait commun, mais c'est un travail pénible. On entend la pénibilité, on entend votre humanité. Et on vous valorise parce que vous travaillez dur et vous avez le droit au bonheur. Donc il y a cette espèce de logique sous-jacente. Et en fait, je me dis, il a rien inventé parce qu'en fait, c'est juste C'est la redistribution, quoi. c'est le principe des impôts. Ouais. Tout à fait. Mais quelque part, c'est intéressant parce que finalement, son argumentaire, c'est de dire bah, non, ne poussons pas la méritocratie jusqu'au bout. Utilisons les impôts pour redistribuer jusqu'à ce que on estime qu'on a un peu fait fondre cette espèce de voile pourri qu'on a mis sur la société de il y a les merdes et il y a ceux qui sont utiles. Et en gros, utilisons cette redistribution jusqu'à ce qu'on fasse fondre le voile et éloignons-nous un peu du phénomène de la méritocratie qui doit sûrement pas être le truc à maximiser en fait, probablement. Tu vois un peu ce qu'il Oui. veut dire, Romain? Ouais, non, mais c'est ça, mais surtout, en fait, enfin, bah, je répète, genre, je pense que pour favoriser l'acceptation des inégalités et du côté arbitraire un peu du monde. En Mm. fait, c'est toujours un même truc, c'est que je pense que tu pars un peu de notre façon d'être Mm. et des choses qu'on peut pas modifier chez nous, tu vois. Ouais, Je pense que ce qu'on peut pas modifier le fait qu'on se compare, tu vois. Je pense ouais, que tu ouais, peux ouais, ouais. culturellement essayer de conditionner les gens pour qu'ils se comparent moins, mais je pense qu'on se comparera toujours, tu vois, Mm. jusqu'à un certain niveau. Donc et je pense que tu peux pas empêcher ça. Pareil, et tu peux pas empêcher le fait qu'on souhaite du confort, on souhaite du progrès, on souhaite survivre. Et donc, il faut définir des objectifs collectifs. Donc, pour moi, genre, quand tu pars du fait que on souhaite du confort, on souhaite survivre, on souhaite machin, tu en déduis l'argument numéro un qui est il faut travailler à un processus de définition d'objectifs collectifs sur la base desquels on va valoriser des comportements ou pas. Donc ça c'est un truc. Deuxième truc qui est de dire bah on se compare, bah à partir de cet élément là, tu déduis que bah du coup il faut peut-être plafonner les écarts maximaux. Ouais, Tu vois ok. ce que je veux dire? Ouais, ouais. euh, et euh,
Et, euh, et ouais, et après, tu as le troisième élément qui est on souhaite quand même motiver les gens pour qu'ils œuvrent. On n'a pas trouvé de meilleur système d'organisation collective autre que de conférer des avantages financiers, culturels, etc. À des gens qui travaillent pour notre objectif collectif. Ouais. Tu vois. Donc c'est une manière d'organisation de la société qu'on a trouvée qui est pas top-down, tu vois. On laisse les êtres choisir librement de leur existence, mais on essaye d'avantager certaines personnes selon. Et en gros, à partir de ce constat-là, tu arrives à mon histoire d'élasticité entre combien on lui donne versus l'atteinte de l'objectif, tu vois. Ouais, tout à fait. Et même là, je pense qu'il dit, finalement, on pourrait même s'autoriser à, à, euh, à avoir peut-être des gens talentueux un peu moins motivés, qui apportent peut-être moins de biens matériels au monde. Mais vu que derrière, tu fais fondre un peu cette espèce de voile pernicieux de il y a les sous-merdes et les giga beaux gosses, peut-être qu'au final, tu gagnes. Tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais tu vois, genre non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, tu vois. Mais moi, j'avais pas pensé à cette dernière étape parce que pour moi, je me disais toujours, en fait, tu mets une IA et puis et puis elle détermine les salaires de tout le monde et puis t'es bien. Ouais. Mais j'avais pas pensé à cette étape de si en fait il y a des gens qui sont peut-être potentiellement objectivement pas très compétitifs et pas très utiles et qui peuvent être remplacés par plein d'autres gens. Mais ces gens-là, ils travaillent dur. Et toi, tu as envie d'avoir des interactions normales avec eux, où en gros, ils sont valorisés, ils ont de quoi s'en sortir, ils ont de quoi s'acheter des trucs cool, voilà. Oui, exactement. Et puis même s'ils travaillent pas dur, tu vois. Encore une fois, genre, une fois que tu t'es conscient que la nature humaine, elle est comparative, tu ne veux pas une société où il y a des écarts trop grands parce que c'est moralement horrible, je trouve, tu vois. En fait, je me faisais une réflexion là-dessus. Et en fait, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais en fait, là-dessus, sur ce point-là, je me disais, en fait, là, tu vois, on est en train beaucoup de parler de méritocratie entre les métiers. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on dit, là, tu as un prof qui est payé pas beaucoup par rapport à un avocat. Oui, mais moi, je pense même pas entre les métiers, je pense entre les individus, tu vois. Non, mais justement, c'est ça Genre mon point. un Bangladais versus un, tu vois. Non, mais là, c'est ça mon point, justement, c'est qu'en fait, là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup en tête les gaps entre les métiers. Tu es éboueur, tu es homme ou femme de ménage, tu es trader, tu es avocat, tu es chirurgien. On a beaucoup en tête ces choses-là quand on parle de toutes les choses dont on vient de parler. Mais tu pourrais aussi avoir en tête, au sein d'un même métier, c'est quoi la méritocratie? Et en fait, autant, je vais te surprendre, autant quand tu compares les métiers entre eux, tu vois, là, je suis pas persuadé qu'il faille justifier des méga écarts de salaire, tu vois, je sais pas, ça me parle pas que d'un métier à l'autre, il faille avoir des gaps de 1000 ou de 100. Ça me parle pas trop. Autant, au sein d'un même métier, je trouve au contraire, au sein d'un même métier, qu'aujourd'hui, on a un problème avec la méritocratie et qu'on a du mal à valoriser au sein d'un même métier les gens qui taffent bien, qui se donnent, qui sont sympas, des gens qui branlent rien. Et si tu veux, j'ai toujours en tête, ça m'avait choqué la dernière fois quand j'étais allé à l'aéroport et que j'étais allé passer au restaurant ou fast-food qui s'appelle Exki, et où il y avait 3 gars qui ne branlaient rien. Et très bien, si tu veux. Enfin, c'est tant mieux pour eux, en fait. Bon, ils faisaient chier tout le monde, mais tant mieux pour eux. Mais je veux dire, si t'es à côté, dans le resto d'à côté, et que tu te fais un peu chier, t'arrives à l'heure, tu te donnes, tu fais un peu attention, t'essaies de faire en sorte que les clients soient contents, qu'ils passent un bon moment, ils vont prendre leur avion, voilà, peut-être, voilà. Et tu fais ton travail avec pas de cynisme, quelque part, ça me fait chier que lui soit payé à l'euro près exactement pareil que les 3 bolosses d'à côté. Et donc je m'étais fait cette réflexion, sur laquelle tu vas pas être d'accord, c'est qu'on est souvent obsédé par la méritocratie d'un métier à l'autre. On a envie de mettre des sommes colossales de différence d'un métier à l'autre, alors que dans le même métier, putain, mais qu'est-ce qu'on sort les doigts du cul pour que les gens soient payés au centime près le même salaire, alors que tu peux mettre à côté
un énorme bolos, c'est un mec qui est hyper avenant, hyper concentré, hyper sympa et qui a envie de faire le bon truc. Non, on va vous payer pareil, vous tous les deux. Et je trouve que alors, je te dis pas que j'ai une solution miracle, mais je trouve que c'est intéressant à quel point c'est le monde à l'envers, en fait, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? J'adore, ça le révolte. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais on peut être d'accord, tu vois, dans le même métier. Bon, tu vois, non, mais je suis d'accord. Mais après, on revient du truc de. C'est toujours la même histoire, genre c'est dur de mesurer, c'est dur de machin. Non, mais Ouais. c'est pour ça que je te dis pas que j'ai une solution. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, on est bon à filer des salaires différents entre les métiers. Ça, on est les meilleurs à filer 8 millions à Bompard. Ça, on est là. Non, mais après, au sein d'un métier, genre le mec, il va être promu plus rapidement, machin, l'autre, il va être viré. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr. Mais ça se fait de manière plus. C'est moins subtil. fluide, quoi. C'est subtil. Et tu vas avoir des profs qui sont géniaux, tu vas avoir des profs qui en branlent pas une. Et t'inquiète pas que quand il s'agit de les payer au centime près exactement pareil, on est là, t'inquiète pas. On sort les drapeaux et voilà. Et c'est marrant parce que je te dis pas que j'ai la solution, mais je me faisais la réflexion que tiens, putain, quand même, on a mis le slip à l'envers, quoi. Et donc je trouvais ça intéressant. Bon. Michael Sandel qui révolutionne rien du coup avec sa redistribution à part le fait que ça enlève un espèce de voile chelou sur la société et non mais tu vois genre moi il m'a fait prendre conscience des 3 éléments là qu'on a dit tu vois oui genre, c'est ça ouais. Sur l'histoire de la méritocratie je me dis ok genre qu'est-ce qui fait que les gens vont accepter en fait je suis en train de me dire genre dans une société qu'est-ce qui fait qu'on va tous ensemble accepter le fait que Jean-Michel il gagne 100 fois plus et moi je gagne 100 fois moins machin. Au-delà de gagne, c'est juste qu'on lui accorde des avantages, qu'ils soient financiers, statutaires. Tu pourrais imaginer que c'est autre chose aussi que l'argent, tu vois. Mais bref, on lui accorde des avantages à hauteur de machin. Et en fait, pour moi, ouais, il y a 3 trucs qui je pense, je l'accepterais. C'est que si les critères selon lesquels on lui attribue ces avantages, on les a définis collectivement. Donc, en gros, les critères de succès. C'est de 2 si il y a un plafond d'écart maximal à définir ensemble. Et si le mécanisme entre la relation et le niveau de corrélation et le niveau d'élasticité entre combien il nous aide à atteindre nos objectifs et combien on lui accorde d'avantages, il me semble faire, tu vois. Et il me semble pas contre-productif, tu vois. Mais le truc, c'est que voilà, une fois que tu as établi ces 3 principes, il y a le débat de bon, comment on fait quoi. c'est ça et tu vois en fait je m'étais posé la question mais en fait tu vois si on se réfère au livre qu'on avait fait là de Gabriel Zucman sur le triomphe de l'inégalité où on voyait que l'impôt était pas progressif en France ou quand il l'était en fait il l'est pas tant que ça si tu prends en compte tous les impôts donc je vous invite à revenir vers cet épisode. Mais tu vois, typiquement, est-ce que tu pourrais pas rendre l'impôt de 1 progressif, de 2 beaucoup plus progressif, avec même un phénomène exponentiel où tu peux avoir des taux confiscatoires pour les très grands revenus. Est-ce que ça serait gravissime parce que de toute façon les riches ils pourraient toujours se snober les uns les autres, il n'y aurait pas de problème. Puisque ça serait quand même relatif, tu vois, la richesse. Les riches français pourraient snober les riches des autres pays en disant ah, vous savez, mais nous en France, on est différents, on partage. Donc ils pourraient quand même les snober. Après, tu sais, il y a l'argument de les riches vont tous se barrer. Pourquoi tu pourrais pas dire que si tu te barres, tu dois quand même payer et que tu payes moins d'impôts dans un autre pays? Pourquoi tu pourrais pas dire que tu payes le delta d'impôts que tu aurais dû payer en France, tu le payes à la France, le delta qui manque avec le pays où tu es. Et si tu n'as pas envie de payer, pourquoi on pourrait pas juste t'enlever ta nationalité et juste tant mieux, et reste là-bas où tu es et tu reviens plus. Et en fait, je suis pas sûr de comprendre où est le problème en fait. Mais bon, peut-être que c'est moi qui divague. Mais tu vois, quand je déroule le raisonnement, j'ai pas l'impression que ça soit un truc, ça soit la folie non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis surtout, genre, en fait, tu sais, je trouve que les débats sur le niveau d'écart, le niveau d'inégalité maximale qui peut être toléré à différents niveaux de zoom, tu vois, au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une nation,
Ouais. En fait, ce débat, tu sais, c'est plutôt la gauche, voire ce qu'on qualifie d'extrême gauche, ce qui le fait progresser, il me semble, enfin, c'est plutôt l'extrême gauche qui en parle souvent, qui dit, bah, c'est pas normal, il faut qu'il y ait un plafond, et au-delà, on confisque, tu vois. Et tous les autres disent, ah, mais c'est scandaleux, c'est du communisme, machin. Mais je trouve que genre, ces arguments, ils sont très rapidement occultés derrière. Effectivement, ce que tu dis, déjà, tout le monde va se barrer, et on vient de démontrer qu'en fait, il y a des moyens d'empêcher ça. Et deux, c'est tout de suite occulté par le fait de dire oui, mais en fait, par le côté méritocratie, tu vois. De dire oui, mais s'il gagne 3 millions de fois plus que le français moyen, il le mérite, tu vois. Mais jamais le mec, il va mériter 3 millions, tu vois. Jamais le mec, il est 3 millions de fois plus méritant ou il apporte 3 millions de fois de plus de bénéfices que le français moyen, tu vois. Déjà, de un, c'est impossible. Et de deux, donc, même si c'était le cas, c'est pas tolérable parce que on peut dire que c'est moralement condamnable et que déjà, si tu gagnes 100 fois plus, t'es déjà heureux et t'es déjà motivé de continuer à gagner 100 fois plus. Et tu n'as pas besoin de 3 millions, tu vois. Et je trouve que, en fait, je trouve que le débat à ce sujet est quand même assez pauvre. Alors qu'il pose des vraies questions morales, des vraies questions de choix collectif qui pourraient être intéressants. Et juste, je trouve que ça s'arrête très rapidement à monsieur, vous êtes un idéaliste, irréaliste, extrémiste. S'il gagne autant, c'est parce qu'il fait du business, bravo. Et voilà, tu vois, et rentrez chez vous. Enfin, c'est pauvre, quoi. Ouais. Non, mais ok, mais enfin bref, du coup, c'est un peu nul parce qu'on est d'accord, mais voilà, je trouvais ça. Bon, voilà, je me suis dit, j'ai essayé de pousser les raisonnements jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Et je voulais juste finir sur un petit truc. Je m'étais tapé une barre, tu sais, je suis allé sur le site de Piketty qui s'appelle www.revolutionfiscale.fr. Et tu sais, t'as des. Vas-y, ouais. Pardon, d'ailleurs, commentez si vous n'êtes pas d'accord et tout. Dites-nous, voilà, ça nous intéresse parce que vu qu'on est d'accord, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dites-nous, en effet, j'avoue. Et donc, je suis allé sur le site de Piketty, là, qui s'appelle www.revolutionfiscale.fr. Et tu sais, tu peux simuler ta réforme fiscale. Et donc, il te dit, aujourd'hui, c'est ça l'impôt. Donc, tu vois qu'il n'est pas très progressif. Et comment est-ce que tu changerais l'impôt pour que ça soit plus progressif? Et donc, tu sais, moi, je l'avais mis progressif. Et j'y étais pas allé si violemment que ça, tu vois. J'étais pas non plus, j'étais pas non plus un vénère de la vie. Et sans être un vénère de la vie, j'avais réussi assez facilement à dégager 70-80 milliards de plus que ce qu'on a aujourd'hui en recettes. Tu vois, si tu mets un impôt sur la fortune, encore une fois, pas vénère de la vie, c'est 0,5% à partir de 1 million, 1,8% pour 16 millions. J'avais réussi à choper dans les 35 milliards supplémentaires. Et en gros, tu vois, je m'étais amusé pour voir, en gros, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça. En gros, si tu fais ça, tu vois, je pouvais donner 1000 balles de plus par mois aux 20% les plus pauvres. Tu vois, typiquement, c'était l'ordre de grandeur. Alors, je le sors à moitié de mon cul parce que c'est moi qui le fais. Donc, c'est de la merde. Mais de l'autre côté, c'est quand même le site de Piketty. Donc, tu peux te dire que ça vaut quand même quelque chose. Mais tu vois, je trouvais ça assez rigolo que tu puisses, que ça soit possible, en fait, au niveau des ordres de grandeur, de faire ce genre de truc. Alors, je te cache pas que la clé du succès, ça va être de taxer les gens comme nous. Beaucoup plus. Parce que, en fait, nous, on va dégager masse de thunes, en fait, si on est taxé. Mais moi, perso, je lâche pas la thune si tu taxes pas les mecs qui sont plus riches que moi. Donc j'en ai rien à... Enfin, je vais pas te dire que de taxer les riches, ça dégage pas de thunes parce que c'est pas vrai, mais ça permet pas de payer 1000 balles par mois, 20% de la population, en plus. Donc, faut me taxer moi. Mais moi, je lâche pas la thune si tu taxes pas les mecs qui gagnent 100 fois plus que moi. Et je lâche pas la thune si l'impôt il est pas progressif. Et je serai dehors en train de taguer l'Assemblée nationale et je serais pas content. Mais voilà, moi je trouvais ça rigolo parce que du coup, ça m'a donné un peu les ordres de grandeur de quoi on parle. Et donc, tu vois... je trouve que c'est marrant parce qu'il y a souvent des gens qui disent oui, mais taxer les riches, en fait, ça n'apporte pas toutes les solutions. Non, c'est taxer moi qui apporte toutes les solutions. Par contre, moi, tu me taxes pas si tu taxes pas les riches. Donc, je trouvais ça drôle d'avoir ça un petit peu en tête. Je sais pas si tu veux commenter, mais bon, ça non, mais oui, c'est intéressant. Après, tu sais, on rejoint de la notion de à partir de personne ne se considère riche, donc quel est le seuil de richesse, etc.
on rejoint ça un peu. Ouais. C'est toujours intéressant, tu vois, de dire. Non, mais oui, là, quand je te dis les riches, tu sais, Ouais. quand tu commences à attaquer les percentiles de revenus hauts, Ouais. en gros, bah ça change Oui, pas la voilà. vie, ça change Ouais, pas la c'est vie ça. non plus. Ce qui change la vie, c'est de nous taxer nous et fuck quoi. Oui, mais après, le truc, c'est que Moi, ça change pas la vie avec tes taux de prélèvement. ouais. Si on accroît les taux de prélèvement, ça comment, tu vois. Non, mais C'est pour bien ça que sûr. c'est c'est intéressant de jouer, tu vois. Parce que, genre, en gros, Bah, vous, de taxer l'infime minorité d'extra riches, ouais. effectivement, c'est pas ça qui va dégager le plus de revenus fiscaux si tu as des taux de prélèvement pas gigantesques. Mm. Mais si tu te mets à atteindre des autres prélèvements gigantesques avec des niveaux de richesse extrêmes, Ouais. je pense que tu peux atteindre du. Non, mais justement, c'était ça mon point. En fait, ça dégageait pas des quantités astronomiques. Enfin, tu pouvais pas payer 1000 balles 20% de la population. Non, si tu veux dégager des quantités astronomiques de thunes, faut commencer à taxer les gens qui gagnent 5000 bruts par mois ou des choses comme ça. Parce que là, tu tapes sur une grosse partie de la population. Et du coup, tu dégages énormément de thunes. Mais les gens qui gagnent cet argent-là, juste, ils sont pas d'accord pour que l'impôt il soit régressif, tu vois. Ils t'emmerdent, en fait. Ouais. Donc voilà. Et donc, je trouve ça rigolo. Yes. Et donc voilà, donc pas de conclusion plus que ça, parce qu'on l'a répété 15 fois au fur et à mesure du podcast, ce qu'on avait compris. Donc un livre qui n'est pas extraordinaire, mais moi qui me fait hyper kiffer, parce que ça me permet de parler de ce sujet-là. Et je trouvais que c'était cool, qu'on a passé un bon moment et que c'était intéressant. Voilà. Ouais, moi j'ai kiffé. Et en fait, ouais, voilà, moi je suis d'accord avec toi, c'est que l'apport du bouquin est pas non plus génial. Mais le débat est intéressant à ce sujet. Ouais, clairement. En fait, voilà, qu'est-ce qui justifie, quel est le niveau d'écart qu'on considère tolérable entre les individus d'une même société, sachant que certains tolèrent un niveau d'écart infini, tu vois. Il y a des gens qui te disent, ouais. Voilà, donc quel est le niveau d'écart entre les individus d'une société qu'on considère acceptable. Deux, comment on justifie cet écart, donc quels sont nos critères de trucs et comment on fait pour aboutir à des critères collectifs. Et ça, on rejoint le débat sur la démocratie, la participation, blablabla. Et en trois, comment on valorise du coup les comportements qui permettent d'atteindre cet objectif et à quelle hauteur, avec quel. Ouais. Et je trouve que, tu vois, genre, j'ai pas l'impression qu'on a apporté des réponses de malade, mais tu vois, ces trois questions méritent d'être posées et ça m'intéresserait d'en discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et tu vois, qu'on se pose ces questions-là, tu vois. Parce qu'en fait, au quotidien, on se pose pas trop ces questions-là, tu vois. Bah, tu vois, pour revenir à la phrase d'introduction où on disait Carlos Ghosn qui expliquait à Ruth Elkrieff, moi, mon salaire, c'est la méritocratie. Tu vois, on a des éléments, c'est-à-dire qu'on pourrait lui répondre tu n'as pas hérité, enfin, tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi tes gènes. Ouais. Est-ce que vraiment le bénéfice que tu fais dégager à ta société, est-ce que c'est vraiment un bénéfice qui se répercute dans la société au global? Je me souviens dans le documentaire sur Carlos Ghosn, il avait mis en place une technique, c'était une innovation de malade, Georges. Il est arrivé dans le centre R&D, c'est de Renault, c'est ça, c'est RSA. Ouais, il est arrivé dans le centre 30% R&D et il a dit à partir de maintenant tout le monde travaille 2 fois plus. Je suis en train de caricaturer, mais c'était quand même un petit peu ça. Et donc il a fait putain, et on gagne plein d'argent quand on fait ça. Et j'étais là en train de regarder le documentaire et ouais, sans déconner en fait, enfin moi aussi je peux le faire. C'est un manager c'est un génie, tu vois, genre il arrive et il fait à partir de maintenant tout le monde sort à 21h. Tu taffes, genre ok, si tu veux, oui, en effet, du coup tu peux virer 30% des gens et tu gagnes masse de thunes. Donc oui, est-ce que le fait de faire gagner de l'argent à ta société, est-ce que vraiment c'est la métrique absolue? Et dernier truc que le livre fait ressortir, c'est on aurait pu dire à Carlos Ghosn, d'accord, ok, même si t'es énormément stylé, est-ce que vraiment on a envie de vivre dans une société où les gens qui sont pas aussi stylés que toi se sentent à ce point-là comme des merdes? Je suis pas sûr. Je pense que ça apporterait quelque chose, qu'ils se sentent un petit peu moins comme des merdes et qu'on serait tous un petit peu plus heureux. Donc voilà, on pourra répondre tout ça. Et si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, dites-le évidemment, parce que sinon c'est un peu con, parce que là on était un peu trop d'accord. Et le prochain épisode avec Carlos en invité spécial. Mais putain, mais pourquoi t'as spoilé alors que c'était... Pourquoi tu l'as dévoilé? L'invité mystère. Tac, vas-y, on s'arrête là. Ça marche, bisous. Et vas-y, à la prochaine avec l'invité mystère. Allez, ciao. Eh oui.